7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM. Eh bien, il est là. Asdine Ahmed Chaouch pour le grand Qahwa et un Qahwa spécial aujourd'hui. Voilà. Oui. On est un peu. Enfin, moi, je suis un peu dépité. Mais bon, voilà, tout va bien se passer parce que je sais qu'il va y avoir un sursaut en France, que les forces, on va dire, positives vont se manifester et iront, en tout cas, en ce qui me concerne, faire barrage au RNFN. Quel optimiste, et ce les cousins. Kim. Voilà. Quel optimiste. Bon, oui, c'est un petit Qahwa un peu gueule de bois, un petit canevas presque, un canevas calva. Il est un peu chaud celui-là. Et oui, évidemment, c'est un peu indigeste pour beaucoup de personnes, mais on est là aussi pour analyser. Alors, c'est vraiment spécial. Déjà, tu sais, depuis le début, Kim, on a un petit peu bousculé le format habituel. On donne la parole à deux invités. Habituellement, c'était un Qahwa brûlant avec une chronique et un invité. Là, j'ai décidé de donner la parole aux candidats et à ceux qui peuvent décrypter avec nous ce qui est en train de se passer sans précédent. C'était clairement, on peut le dire, dans l'histoire de la 5e République, c'est du jamais vu. Donc j'ai deux invités. J'ai pour commencer, pour décrypter avec moi, le grand reporter du Parisien, grand spécialiste de la présidence, mais aussi de l'extrême droite. Voilà, on va en parler avec lui aussi. Il a écrit des livres très intéressants. Il va nous permettre d'y voir plus clair parce que c'est pas évident. Voilà, c'est Olivier Beaumont. On a bossé ensemble, donc. On va peut-être se tutoyer, Olivier. On va se tutoyer. Ouais, parce qu'on a vraiment bossé ensemble. On a fait les 400 coups, comme dirait l'autre, Parisien. Et en deuxième temps, j'ai un politique quand même. Tu sais, ici, on aime bien interroger les politiques. Yann Brossat, porte-parole du PC, du Parti communiste français et sénateur. Voilà, donc soirée, on va dire, en demi-teinte, parce que son leader, il a sauté. Hein, il n'est pas élu. Donc, Fabien Roussel, ça c'est difficile. Mais bon, il a plein de choses à nous dire sur on va dire, l'union à gauche, sur les désistements, sur la stratégie à adopter, sur sa vision, voilà, dans une France qui penche plus que jamais à l'extrême droite. Mais on commence avec Olivier. Alors Olivier, déjà, quand on regarde, j'aime bien le fromage, mais là j'aime pas le camembert que j'ai devant moi. Je crois que si on fait, j'ai pris les derniers chiffres là, je crois que c'est le France 2, 34, 28, 20, 10. Donc évidemment vous avez compris l'ordre. RN, Nouveau Front Populaire, ex-majorité présidentielle, maintenant il faut dire ça. Feu la majorité présidentielle. Feu, oui, on va dire ça presque. C'est bizarre, il y a plus camp macroniste, quoi. Ouais. Feu le camp macroniste. Ouais. Vous avez, troisième, et 10% les LR qui résistent quand même un petit peu. 289 députés, ça c'est le chiffre pour la majorité absolue. Visiblement, ça va être difficile à atteindre. J'ai envie de dire, quelle est déjà comme ça votre première analyse si on prend camp par camp? J'ai déjà raz-de-marée RN, on peut le dire. Raz-de-marée RN, sans surprise, parce que les sondages l'annonçaient depuis plusieurs semaines, depuis que Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin au soir des élections européennes. Sans surprise aussi parce qu'une élection qui est programmée 3 semaines après un scrutin est toujours confirmée. C'est-à-dire qu'il y avait une dynamique. Il faut rappeler ça. Ouais. Et donc là, déjà, en soi, premier renseignement, même si c'est pas une surprise, au vu des sondages, comme je viens de le dire, mais c'est que Emmanuel Macron a raté son pari, mais c'était prévisible. Personne ne pouvait imaginer un seul instant que cet appel à la clarification qu'avait appelé de ses voeux le chef de l'État allait pouvoir se faire à son profit. Il s'est plutôt fait à ses dépens, puisqu'on voit ce soir que la majorité sortante, qui était cette majorité triomphante en 2017 quand même, qui avait quasiment ça fait un siècle. Ouais, c'était il y a un siècle, 322 sièges dans l'hémicycle, de mémoire, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était ça en 2017, un peu moins en 2022, et là ils peuvent espérer peut-être au mieux entre 70 et 100 sièges au soir du second tour. Donc voilà, le délitement du macronisme, ce colosse au pied d'argile, et effectivement, le RN aux portes du pouvoir, vous l'avez dit, tu l'as dit, Asdine, c'est historique dans l'histoire de la 5e République, et ce chiffre qui m'interpelle quand même, 38 candidats Rassemblement National élus hier soir dès le premier tour. Ça, c'est quand même pas besoin fait majeur. De calcul de triangulaire dans ces circonscriptions-là. Voilà. D'exception dans le paysage politique, et puis une France insoumise, un bloc Nouveau Front Populaire quand même très puissant. Aujourd'hui, c'est aussi l'autre enseignement de cette soirée, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 2 blocs qui se dessinent clairement aujourd'hui en France. C'est une reconstitution des blocs gauche et droite, mais un peu des extrêmes, plus à l'extrême des deux côtés. Une petite déception quand même pour Jean-Luc Mélenchon et toutes ses troupes qui pensaient peut-être pouvoir faire mieux, parce que
aussi, et j'en terminerai là, dans l'analyse comme ça à chaud, c'est que on a plutôt le sentiment, en tout cas, que le pari de peut-être pouvoir une majorité absolue côté gauche et ne sera pas réussi. Voilà, a priori, c'est plutôt le RN aujourd'hui qui pourrait peut-être être en passe d'eux, mais on voit bien déjà que des forces se coalisent aussi pour empêcher les troupes de Bardella et Le Pen d'avoir cette majorité absolue. On va revenir en détail sur chacun de ces éléments. Olivier, déjà, moi, il y a un chiffre qui m'interpelle. On parle beaucoup de chiffres, mais il y en a un qui est assez évident, je pense, pour nos auditeurs. C'est le nombre d'électeurs qui ont voté RN. Je crois qu'on parle de plus de 11 millions. C'est un x3 par rapport, quasiment x4, je crois, par rapport à 2022. Parce que hier, j'entendais des analyses chez des confrères de télé, d'info continue, en disant oui, il y a peut-être une petite déception chez le RN qui voit s'éloigner la perspective d'une majorité absolue. Oh, mais attendez, 11 millions de Français ont choisi. Et on peut dire, c'est plus le vote protestataire en plus. On sent que c'est un vote d'adhésion. Là, on est vraiment sur un vote d'adhésion. Clairement, hein, on l'a vu dans la mobilisation qu'il y a eu ces derniers jours pour avoir des procurations aussi. Alors, il y avait un peu une incertitude là-dessus à qui allait pouvoir profiter de ces procurations. Visiblement, à la lecture des résultats d'hier soir, c'est que ça a aussi profité au bloc du Rassemblement national et LR, Éric Ciotti. Ça prouve que il y avait une partie de cette France aujourd'hui qui n'avait pas envie de se faire voler cette élection, cette France périphérique, cette France déclassée. Le parti la France aujourd'hui est à droite. Parce que là, c'est un constat. C'est intéressant ce que tu dis là. Quand on est comme sur Beurre FM. Oui. Moi aussi, j'ai envie d'expliquer aussi par rapport à mon expérience que c'est pas qu'un vote raciste. Non, voilà. Et qu'il y a des personnes qui sont déclassées. Et ça aussi, c'est une responsabilité aussi de la Macronie, du président. Exactement, Azine, tu avances. Tu me fais la transition tout trouvé. Moi, il se trouve que j'ai fait plusieurs reportages. J'ai accompagné en circonscription un certain nombre de candidats, alors plutôt des candidats de la majorité présidentielle sortante là pendant cette campagne. Et moi, ce qui m'a frappé vraiment, hein, alors j'ai été dans le Nord, j'ai été en banlieue parisienne, dans le Val-de-Marne, département que tu connais bien. Et moi, ce qui va me frapper, c'est que à chaque fois, les candidats Renaissance et associés se prenaient la colère des Français, la colère du peuple, et 3 fois sur 4, c'était nous de toute façon, ce sera le RN, quoi. Ce sera le RN parce que déjà aujourd'hui, quand on dit que la France est à droite, mais il n'y a plus vraiment de parti de droite le LR est un parti qui est en décomposition maintenant depuis plusieurs années, donc finalement il y a un seul bloc qui est en position de pouvoir gagner et de représenter un peu les Français qui se sentent de cette droite-là, y compris jusqu'à cette droite extrême, donc c'est le Rassemblement national. Donc il y a dans cet électorat effectivement des électeurs qui peuvent se sentir racistes ou xénophobes, enfin bon, ça chacun. Mais il y a aussi beaucoup de Français, des catégories populaires. On le voit d'ailleurs dans les bassins d'élection des candidats qui ont été élus au premier tour. Ce sont dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Nord, dans l'Aisne, dans la Picardie. Donc voilà, ce sont des terres plutôt ouvrières, des terres populaires qui ont été fortement désindustrialisées ces 40 dernières années, donc frappées par les problématiques de pouvoir d'achat, de fin de mois difficiles, et puis c'est cette France aussi qui manque de services publics, qui pour avoir un rendez-vous chez le médecin généraliste ou chez un spécialiste doit faire une demi-heure de route et attendre 6 mois pour un rendez-vous. Donc c'est toute cette France-là finalement la France des oubliés. Cette France des oubliés qui aujourd'hui a décidé de faire ce choix. Oui, justement, il y a circonscription aussi qui a pu, que moi j'ai trouvé symbolique, c'est celle de François Ruffin. Lui dans sa zone, il peut être en tête, et puis là il se retrouve deuxième. Bon, il va peut-être gagner, mais ça va être juste, avec un désistement. Mais là aussi très intéressant. Alors quand on regarde d'ailleurs le département de la Somme et toute la région d'ailleurs, c'est une vague bleu marine partout. Il y a un point où c'est rouge, effectivement. C'est la circonscription de François Ruffin qui a eu quelques frayeurs dans la soirée, parce qu'en fait, 41%, je crois, le fait. 41%, mais surtout lors le premier tiers du dépouillement de la soirée, donc tout le vote rural de sa circonscription, le RN à 20h, à 21h était à 45%. Donc à un moment donné, on a même cru que Ruffin allait perdre le premier tour. Finalement, ce qu'il a rattrapé, c'est sa circonscription. Il y a une partie de la ville d'Amiens, qui est un ancien bastion communiste, jusqu'au milieu des années 90. Et donc voilà, il a réussi à rattraper des points par le vote urbain de la circonscription d'Amiens, mais vraiment
toute la couronne autour d'Amiens. Ça a été un vote RN très fort. Et Ruffin va probablement pouvoir être réélu. Pourquoi ? Parce que la candidate Renaissance s'est désistée. Petite info coulisse. Hier soir, l'Élysée a appelé en direct la candidate Alban Branlant pour lui demander de se désister au profit du candidat Ruffin. Alors là, il y a un petit jeu de politique interne, pour ceux que la petite politique aérienne intéresse aussi. On sait que François Ruffin n'est pas le meilleur ami de Jean-Luc Mélenchon au sein du Union populaire. Je crois qu'il est assez macro-compatible. Voilà, et donc je pense que ça ne déplaît pas Emmanuel Macron de pouvoir sauver François Ruffin. Alors Olivier, avant que Sébastien Chenu devienne le président de Beurre FM, on peut lancer de la pub ici. Donc voilà. Moi je travaillerai pas pour lui, je te le dis tout de suite. C'est une vanne évidemment, auditeur. Un peu d'humour de bon matin, voilà. Exactement, comme des inconnus. 2 invités pour le prix d'un. Mon premier invité, vous l'avez entendu il y a quelques minutes, Olivier Beaumont, grand reporter au Parisien, grand spécialiste de la vie politique. J'ai envie de... on parlait tout à l'heure d'une indiscrétion, c'est le coup de fil en direct de la candidate face à Ruffin, la candidate macroniste à qui on a demandé gentiment, poliment de se désister. Il y a eu comme ça, dans la nuit, des consignes directes du président de la République. Et d'ailleurs, comment ça s'est passé ? Il y a eu des réunions de crise, on imagine comme ça, une petite lumière dans l'obscurité. Il y a eu plusieurs temps dans la soirée, une réunion à 18h30 à l'Élysée avec tous les chefs de la majorité, où il a fallu à peu près s'accorder sur la ligne officielle. Alors peut-être qu'on y reviendra d'ailleurs, mais la ligne qui n'a pas été si claire que ça au sein de la majorité. Réunion qui a duré une bonne heure. Et ensuite, donc très vite communiqué de l'Élysée, et Gabriel Attal qui bien plus tard dans la soirée en fait, après 22h, a pris la parole. Alors Gabriel Attal qui dans un premier temps devait faire son allocution depuis le QG de campagne, et qui finalement au cours de la soirée s'est déporté depuis Matignon, donc une allocution sur le perron de l'hôtel de Matignon. Et pourquoi en fait il y a eu ce temps, plus de 2 heures où on a attendu, et même nous, enfin on dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, on dit, mais ça se trouve il va démissionner. Enfin, il y a un truc très bizarre parce qu'en plus personne ne décrochait dans l'entourage de Gabriel Attal. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont étudié circo par circo, et Attal a eu plein de coups de fil, notamment de ministres qui allaient sur le plateau qui ne savaient pas quoi dire, parce qu'ils avaient bien vu que la consigne de la ligne était pas très claire, et que il y avait cette fameuse question, voilà, de désistement ou pas, qui n'est pas si simple et si à la lecture comme ça dans le détail dans certaines circonscriptions, de est-ce qu'il y a un intérêt ou pas, ou est-ce qu'il y a en ce maintenant, est-ce qu'il y a quand même une chance peut-être de pouvoir se qualifier. Donc il y a eu beaucoup de flottement en fait, et énormément de coups de fil, et Attal a fait beaucoup de one-to-one. Et Macron, il faut quand même savoir, mais Macron, c'est que lui, il adore la carte électorale, c'est un spécialiste de la carte électorale. Alors il n'a jamais été élu local, mais il connaît très très bien les circonscriptions, et donc lui pareil, il a regardé avec les conseillers du pôle parlementaire de l'Élysée chaque point chaud, et chaque point où il faut se désister. Vous voyez par exemple à Marseille, Sabrina Agresti-Roubache, qui avait été élue dans un mouchoir de poche en 2022, là a annoncé hier soir qu'elle se retirait pour faire barrage au Rassemblement national. C'est pas n'importe qui, Sabrina Agresti-Roubache, c'est quand même une proche du couple Macron, une amie de Brigitte Macron, et donc ça clairement c'est quelque chose qui s'est géré en direct entre l'Élysée et elle. Oui, ça a été un retrait, on va dire, assez éclatant. Justement, sur cette stratégie du désistement, moi j'ai entendu plusieurs choses. J'ai entendu Gabriel Attal qui était, j'ai l'impression, le plus clair, puis Édouard Philippe. Alors lui, c'est, je pense, l'un des plus ambigus. Je crois qu'il, lui, il est sûr quand même, le nini un peu quand même, Édouard Philippe. Et puis j'ai François Bayrou, lui, je crois qu'il parle de circo par circo. Oui. Qu'est-ce qu'il faut? En fait, c'est quoi? On veut y voir plus clair, Olivier. Je ne sais pas si je vais voir. Oui, parce que même eux, peut-être, ils disent pas clair. Donc non, mais il y a un sentiment de confusion en plus. François Bayrou est sur le plateau de TF1, il essaie de faire il est interrogé. Alors ça va être quoi la position de la majorité? En fait, il répond pas clairement, et au moment où il répond, il y a le communiqué de l'Élysée qui tombe, où là on a un début d'explication. Le chef de l'État nous explique qu'il faudra tout faire pour faire barrage au Rassemblement national. Donc là on se dit c'est à peu près clair, mais c'est déjà une première information, puisque si vous vous souvenez, quelques jours auparavant, il y a eu une fameuse réunion à l'Élysée mardi dernier, où on avait parlé de ces fameuses consignes d'entre-deux tours, et on partait un peu plutôt sur un nini, c'est-à-dire ni RN ni LFI. Je dis bien ni LFI et pas ni
nouveau Front populaire. Il y aura un distinguo qui est fait au sein de la majorité. Donc tout pour faire barrage au Rassemblement national, c'est la consigne dictée par le président de la République, sauf que ces troupes ne l'entendent pas de la même oreille, notamment Gabriel Attal et Édouard Philippe, qui eux sont rentrés un peu plus dans le détail. Effectivement, en fait, ils ont acté une chose. Attal l'a quasiment expliqué comme ça hier soir. Ce dimanche soir, on peut acter que le nouveau Front populaire n'est pas en capacité de pouvoir obtenir une majorité relative dimanche prochain. Donc, c'est un danger qui est écarté. Considérant que ce premier danger est écarté, maintenant, il faut écarter un autre danger qui est celui du Rassemblement national. Et donc, l'idée maintenant, c'est effectivement de se retirer quand c'est possible. Et d'ailleurs, ils ont demandé à 60 candidats de se retirer dès hier soir. Candidat arrivé en 3e position, au profit donc potentiellement du candidat du nouveau Front populaire qui sera arrivé en 2e position, pour donc nouveau Front populaire donc compatible pour faire barrage au Rassemblement national. Derrière, et après j'irai sur Édouard Philippe, il y a un petit calcul quand même, c'est encore on caresse l'espoir à Matignon et à l'Élysée dans un trou de souris de peut-être en fait avoir une situation de majorité relative à l'Assemblée, une France ingouvernable, et derrière ça, eux pourraient peut-être encore les calculs cette fameuse coalition de Macron, là. Voilà, cette fameuse coalition, fédération de projets, bon voilà. Et donc Édouard Philippe, il est encore plus clair, lui a dit non, mais ce sera ni RN ni LFI. Donc si il y a des triangulaires où il y a un candidat La France Insoumise, le candidat Horizon en tout cas ne se retirera pas. Donc voilà, eux c'est clair et net. Il prend des risques parce que s'il fait gonfler le score du RN, on pourra lui reprocher. Oui, mais alors il y a une façon pour Horizon, c'est mort, ils n'auront pas de groupe. Donc pour avoir un groupe à l'Assemblée nationale, il faut le rappeler, il faut avoir au moins 15 députés. Édouard Philippe, il se positionne déjà là. Voilà. Lui, il est donc là de toute façon, il projet à lui personnel. Il est dans sa boutique déjà par rapport à 2027. Il est en rupture avec Emmanuel Macron et lui surtout, il sait que dans son électorat, ça parle aussi. C'est-à-dire que la France Insoumise est un urticant puissant dans l'électorat macroniste et Horizon en particulier, qui est un électorat plus de centre-droit classique. Alors maintenant, arrive le second tour. On peut aussi avoir à l'issue de ce second tour ce qu'on pourrait appeler un blocage institutionnel, c'est-à-dire aucun Premier ministre, on va dire, issu d'une majorité absolue, parce que déjà, visiblement, il n'y aura pas de majorité absolue, donc aucune alliance possible, que des ministres en minorité à l'Assemblée, que des premiers ministres en minorité à l'Assemblée. Et qu'est-ce qu'on fait là pendant un an? On ne peut pas gouverner. D'accord. Oui, alors c'est ça. Alors, pour expliquer à vos auditeurs, les candidats ont jusqu'à demain soir 18h pour se maintenir ou se désister. Donc demain soir à 18h, on aura les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, et là on va savoir précisément en fait la cartographie des matchs du second tour. Donc ça va être très intéressant. Et ce qui risque de se dessiner, ce qui affleure déjà au vu de ce qui a été des annonces qui ont été faites et par le Nouveau Front populaire et par la majorité sortante, c'est que les désistements vont a priori, enfin même très certainement, empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité absolue. Et donc, on risque effectivement, Asdine, d'avoir deux blocs assez forts, le bloc Nouveau Front populaire d'un côté, le bloc Rassemblement national d'un côté, mais pas en situation en fait de pouvoir faire adopter des textes à l'Assemblée, et puis un bloc central autour d'une centaine de voix qui lui va essayer un peu de jouer sa partition en essayant de jouer le camp de la raison, et peut-être que sur du coup par coup essayer de proposer des textes qui pourraient au coup par coup peut-être permettre d'avoir un peu de soutien de quelques électeurs LR, RN peut-être, ou gauche. Bon, mais tout ça est quand même très flou. Alors on nous parle d'un gouvernement de techniciens. Moi, j'y crois pas non plus. De hauts fonctionnaires qui remplaceraient des ministres sans étiquette politique. Alors déjà, à chaque fois qu'on a des techniciens qui font de la politique ou qui vont à Matignon, ça marche pas. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que moi malheureusement je suis assez pessimiste. Je pense qu'on est parti pour 12 mois au minimum. Comme la Belgique à l'époque. Oui, parce que faut le rappeler aussi, on le sait, mais Emmanuel Macron ne peut pas dissoudre pendant un an. Donc, je pense qu'on va avoir une situation gelée, très compliquée, et une Assemblée nationale qui était déjà très éruptive depuis 2 ans. Et là, ça va être d'autant que le RN a été clair. Jordan Bardella n'ira pas à Matignon s'il n'y a pas de majorité. Alors, la dernière chose qui peut se passer, effectivement, c'est la quête du pouvoir. Vous savez, parfois l'homme est faible, y compris les promesses de poste.
Ce que peut peut-être jouer Bardella, imaginons le RN et Ciotti et ses associés, il faut pour avoir une majorité absolue, il faut 290 sièges. Imaginons, ils sont à 265, 260. Bon. Et puis, derrière, il y a des LR, on verra combien ils seront. On sait très bien comment les choses vont se passer aussi, c'est-à-dire que Bardella, Ciotti vont prendre leur téléphone et ils peuvent comme ça au cas par cas aller chercher quelques députés nouvellement élus chez LR en disant écoute, tes valeurs, ton projet n'est pas si loin de celui qu'on défend, écoute, si demain tu nous rejoins, on sait l'engagement que ça représentera pour toi, il va y avoir un gouvernement, on peut ça se passe comme ça, mais bien sûr que les auditeurs comprennent, ça se passe aussi d'humain à humain, de femme à femme, d'homme à homme. Mais bien sûr, c'est comme ça que ça se passe. Et si, mis bout à bout, ça peut permettre à Jordan Bardella et les siens de gagner 10 à 15 voix, ou en laissant d'ailleurs à ce groupe LR, je veux dire, sa propre autonomie, mais un peu comme la majorité existait jusqu'à présent, c'est-à-dire avec Renaissance, Horizon, Modem, il pourrait y avoir un bloc RN, LR Ciotti, LR dissident, et puis LR plus officiel, qui pourrait accepter, dans une sorte de coalition comme ça, de soutenir Jordan Bardella sur un contrat de gouvernement, en fait, avec un certain nombre de points très précis, pas tous, bien sûr, notamment sur la question des retraites, par exemple, et qui permettrait à Bardella d'avoir une situation, pas sur le papier, mais en tout cas en théorie, de majorité absolue pour faire passer des textes, et donc qui pourrait peut-être lui permettre d'accepter de prendre la place à Matignon. Merci Olivier, on aurait pu continuer comme ça. J'essaie d'être clair, je sais pas si... Non mais clair dans un moment où les choses sont troubles. Même pour nous qui sommes dedans, c'est pas je pense que tu as donné des clés, mais effectivement on va attendre déjà de le 18h demain, c'est ça, pour avoir les matchs. Deuxième partie de ce grand Kawa exceptionnel, 2 invités pour le prix d'un, et là on a un élu, un sénateur, il est de gauche, Yann Brossat, porte-parole du Parti communiste. Avec lui, on va analyser évidemment encore ce qui s'est passé hier, alors peut-être plus de l'intérieur de la gauche. Et j'ai une première question déjà pour vous, grand militant de gauche. On vous voit souvent sur le terrain, proche des gens. Vous êtes un élu local parisien qu'on voit souvent. Est-ce que quand on se rend compte que plus d'11 millions de Français ont voté pour l'extrême droite, eh bien ça remue, ça fait quelque chose de spécial. Avant même de rentrer dans l'analyse politique, moi je veux savoir, votre cœur de gauche, entre guillemets, il a réagi comment hier ? Bien sûr que ça fait mal. Moi, ce qui a fait que je me suis engagé en politique à la fin des années 90, c'est notamment la lutte contre le racisme, la lutte contre l'extrême droite. Donc bien sûr que ça fait une claque monumentale. Et ce qui fait le plus mal, j'ai envie de dire, c'est que beaucoup de gens pour lesquels on se bat, les ouvriers, les employés, ont porté leur suffrage sur l'extrême droite. Donc bien sûr que ça fait mal, ça interroge y compris sur le sens de l'engagement qu'on a. Mais enfin, ça donne aussi envie de se battre. Parce que moi, je ne me fais pas à l'idée que dans notre pays, on ait plus de 10 millions de personnes qui votent pour le Rassemblement national. Donc, bien sûr, c'est dur, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Et il nous reste encore une semaine pour éviter ce scénario catastrophe d'une majorité pour le RN. Vous l'avez vécu comment hier, la soirée? Vous étiez à Colonel Fabien, au siège du PC. Ça s'est passé comment? J'imagine c'était double sentiment, parce que quand même la gauche, elle a quand même réussi à constituer un bloc. Mais le RNEO... Votre leader Fabien Roussel, lui, il est battu. Donc c'est un peu une soirée étrange, non? Je ne vais pas vous mentir, je dirais pas que c'est une soirée mitigée, c'est une mauvaise soirée. Quand vous avez l'extrême droite à un niveau pareil, bien sûr vous avez une gauche qui résiste, mais enfin une gauche dont l'essentiel de l'électorat est quand même extrêmement concentré géographiquement. Aujourd'hui, vous avez un résultat de la gauche qui est honorable, enfin qui est quasi exclusivement concentré sur les grandes métropoles. Et vous avez à côté de ça, dans la ruralité, dans le périurbain, une gauche qui est éliminée. La gauche ne parle plus à cette France déclassée, ça veut dire ça là. Quand on regarde en tout cas la carte, on peut penser ça. D'une certaine manière, oui. En tout cas, ça interroge quand même beaucoup. On parlait de la défaite de Fabien Roussel. Bien sûr que moi, ça me fait mal, d'autant que Fabien, au-delà du fait qu'on est des camarades, on est des amis, et je sais à quel point il est impliqué dans sa circonscription. Mais enfin, il n'y a pas que lui. À l'issue des élections législatives, il n'y aura plus une seule circonscription de gauche dans le bassin minier.
Je ne sais pas si on s'imagine ce que ça représente. Ce sont des terres du nord, du Pas-de-Calais, qui étaient des bastions de la gauche. Il n'y en aura plus une seule. Ça va être 100% RN. C'est quand même des questions auxquelles la gauche va devoir se confronter. On a l'immédiat. Éviter que l'extrême droite ait la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mais ensuite, la gauche devra quand même se poser un certain nombre de questions, parce que ça n'est pas vrai qu'on peut gagner sans toute une partie du pays. Si la gauche veut gagner, il faut qu'elle se donne les moyens de parler, bien sûr, aux grandes métropoles, bien sûr, aux quartiers populaires, moi j'en suis issu, mais on a aussi besoin de parler à cette France qui aujourd'hui vote très massivement pour Fabien Roussel, il représentait un peu ça, d'ailleurs comme un peu aussi François Ruffin, c'est-à-dire on sentait qu'il y avait cette volonté, cette sensibilité vers cet électorat, on va dire déclassé, périphérique, je dis pas anti-bobo, mais en tout cas loin de cette vision très intellectuelle. Bon, il jouait le côté j'aime la viande, voilà, ce côté très 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 réaliste. Ça a pas marché. Mais ça n'a marché pour personne dans ces territoires-là. Rien à gauche ne fonctionne dans ces territoires-là. Parce qu'on est confronté à un tsunami. Vous avez un tsunami RN dans ces territoires. C'est même pas une vague, c'est un tsunami. Donc il va falloir se reconstruire. Bon, Fabien disait hier, je suis battu, pas abattu. Bon. Donc il va falloir remonter et se battre. Mais enfin, aujourd'hui, on est dans cet état-là. Alors, assez clairement, les responsables de gauche ont très rapidement une ligne limpide. Il n'y a pas eu de doute à un moment sur est-ce que, je dirais, malgré les noms d'oiseaux de campagne, avec le camp macroniste notamment, est-ce qu'il y a eu un moment un doute de dire bon, on va quand même pas aller s'allier avec eux parce que ce sont nos ennemis là, clairement? Non, je pense pas, parce qu'à gauche, bien sûr, on peut avoir des divergences d'appréciation, mais enfin, l'engagement contre l'extrême droite, il est consubstantiel de ce que nous sommes. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que nous nous sommes rassemblés. Ce qui a fait que, dès l'annonce de dissolution de Macron, on s'est attelé à construire un rassemblement, le nouveau Front Populaire, c'est parce qu'on savait qu'il y avait la menace de l'extrême droite. Donc maintenant que cette menace se confirme, qu'on a le risque, moi j'y insiste, on a le risque d'une majorité absolue. Vous y croyez parce que les observateurs, commentateurs politiques semblent un peu exclure ce scénario de deuxième tour, vous non? Moi je n'exclus pas du tout le fait que l'extrême droite ait dimanche prochain une majorité absolue. Je pense que c'est une possibilité, je pense même que c'est une probabilité. Notamment vu les scores qui sont réalisés en dehors des grandes métropoles par le RN. Donc quand on sait qu'on a ce risque-là, quand on sait ce que ça veut dire en termes de déchaînement raciste dans le pays, on a l'obligation de prendre nos responsabilités, notamment par des désistements républicains. Moi, je n'aurais aucun problème. Alors, chez moi, dans ma circonscription, Aymeric Caron a été élu au premier tour, donc il n'y a plus de sujet. Enfin, si j'étais dans une circonscription où je devais choisir entre un macroniste et quelqu'un du Rassemblement national, je n'aurais aucun problème à mettre un bulletin macroniste. Et je vais même vous dire, même un LR vaut mieux qu'un RN. Même un LR. Un LR non ambigu parce que un LR non ambigu, non mais les autres sont déjà passés au RN, mais c'est une évidence pour moi. Et d'ailleurs un de mes premiers votes c'était pour Chirac contre Le Pen, donc si c'était à refaire je le referais. J'ai une question gauche-gauche, est-ce que le fait que Mélenchon se soit prononcé pour éventuellement occuper un poste, le poste de Premier ministre à Matignon, ça n'a pas été repoussoir? Est-ce que la gauche n'a pas perdu des voix? Moi, en tout cas, c'est un sentiment. Alors attendez, c'est de l'empirisme. C'est un sentiment comme ça de gens autour de moi qui me disent ouais, mais moi je vais pas voter Nouveau Front Populaire parce que Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, on le voit dans la dialectique et l'argumentaire du RN. Ils ont dit soit c'est Bardella, soit c'est Mélenchon en Premier ministre. J'ai pas envie de pleurer sur le lait renversé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est plus faire d'analyse quand même. En tout cas, c'est plus un sujet aujourd'hui. Non, mais je voudrais insister là-dessus. C'est plus un sujet aujourd'hui. Parce que moi, j'ai pas envie de raconter des histoires aux auditeurs. La gauche n'aura pas la majorité absolue dimanche prochain. C'est pas vrai. Faut pas raconter des histoires aux gens. Faut pas mentir aux gens. Le seul enjeu du deuxième tour de ces élections législatives, c'est est-ce qu'on empêche l'extrême droite d'avoir la majorité absolue. Mais il faut pas faire croire aux gens que la gauche peut avoir la majorité absolue. Donc de toute façon, Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Ça n'existe pas. Le seul sujet, c'est est-ce qu'on évite que l'extrême droite ait les pleins pouvoirs. Et donc, utiliser tous les outils qui permettent de le faire. Soit un bulletin Nouveau Front Populaire, et ce sera sans doute le plus agréable à faire, soit quand on n'en a pas,
voter pour celui qui peut battre l'extrême droite. C'est le seul sujet pour moi. Donc il ne faut pas maintenant se pouiller pour savoir qui sera le Premier ministre du nouveau Front Populaire. Il n'y aura pas de majorité absolue pour le nouveau Front Populaire. Stratégie claire dans vos rangs, moins claire côté Élysée, côté, j'ai envie de dire majorité présidentielle, je pense qu'on peut effacer ce mot aujourd'hui, côté camp présidentiel, camp Matignon, camp Attal, tout ce qu'on veut. On a Gabriel Attal qui a été quand même assez clair, en tout cas c'était reçu comme ça par beaucoup de gens. En revanche, Édouard Philippe, il est resté sur une position nini avec RN, LFI, dos à dos, et François Bayrou, qui est quand même un des grands stratèges de la Macronie, lui qui a dit qu'il faudra regarder circo par circo, ce qui jette quand même un peu le trouble, c'est-à-dire il y a certains cas, on va peut-être pas se désister, c'est ce que ça laisse entendre. Je pense que ceux qui sont ambigus se couvrent de honte. Je rappelle quand même que si Emmanuel Macron a été élu président de la République 2 fois, c'est parce que nous, électeurs de gauche, nous avons pris nos responsabilités et nous avons mis un bulletin Macron pour éviter d'avoir Madame Le Pen. Donc il nous doit son élection. Et aujourd'hui, qu'il y ait des macronistes qui ne soient même pas capables d'appeler à voter pour la gauche, de se désister pour la gauche, dès lors qu'il y a un risque de majorité absolue pour le RN, mais c'est honteux. C'est honteux. Il y a des adversaires, il y a des ennemis. On est adversaire avec les macronistes, on est ennemi avec l'extrême droite. Donc à un moment donné, il faut savoir hiérarchiser le danger. Et donc je suis quand même inquiet de voir que des gens que pourtant je respectais, comme Édouard Philippe ou François Bayrou, aient perdu toute espèce de boussole républicaine. Enfin, où est leur cerveau ? Encore une fois, ils pensent au coup d'après perso, vous pensez ? J'en sais rien, si c'est le cas, c'est tragique. Non, je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans les esprits. Je pense qu'en fait, ces gens ne réalisent pas ce que serait une victoire de l'extrême droite. Bon, le fait même d'ailleurs qu'Emmanuel Macron ait décidé d'une dissolution en sachant le risque qu'il y avait de voir l'extrême droite gagner, ça montre que ces gens ne sont pas très sérieux et pas très responsables quand même. Parce que bien sûr, c'est pas lui qui va être en danger, mais enfin des millions de nos concitoyens seraient en danger si l'extrême droite gagnait. Bon, je trouve que ça témoigne quand même d'une forme de légèreté dans les décisions qui est pour le moins inquiétante. Avant, les gens avaient honte de dire je vote RN. Aujourd'hui, on a presque l'impression qu'ils ont honte de dire je vote à gauche. Ah, c'est tout à fait juste. C'est fou. Moi, je pense que ce qu'on paye aujourd'hui, c'est une longue inversion des valeurs qui s'est installée depuis 30, 40 ans. Aujourd'hui, quand vous prenez les valeurs de solidarité, on vous explique que vous êtes naïf et un peu bête. Mais ça, c'est le fruit d'une bataille idéologique menée par l'extrême droite depuis des années. La préférence nationale, par exemple, qui est on en parle beaucoup sur le RFM. Un concept scandaleux. Le péniste. Mais ça fait 30, 40 ans qu'on nous bassine avec ça. Moi, quand j'étais môme, Le Pen, père, passait à la télé et expliquait qu'il fallait que les Français passent avant les étrangers. Mais il faut voir comment ils ont réussi à marteler depuis 30, 40 ans leurs idées pourries et comment ça a fini par imprégner les esprits, avec la complicité d'un certain nombre de médias, quand vous voyez CNews par exemple. On peut y aller. mais en tout cas, je le dis. Puis non, parce qu'on peut avoir une critique aussi médiatique. Ah oui, mais moi, je suis dedans, je m'inclus dans l'autocritique, attention. Non, en plus, je l'ai dit quand j'y suis allé, donc c'est pas ici que je vais pas le dire. Mais on paye ça, bien sûr. Mais nous, il faut qu'on se reconstruise, quoi. Justement, là, la gauche, c'est quoi le coup d'après déjà, là, d'un point de vue, je dirais, court-termiste, c'est-à-dire il y a le deuxième tour qui arrive. Quel est le meilleur scénario pour la gauche ? Quel est le pire ? Voilà. Pour moi, le meilleur scénario, c'est de mettre en échec l'extrême droite, d'éviter qu'ils aient la majorité absolue. D'ailleurs, dans ce cas-là, il se passerait quoi ? Qui dirige le pays ? Simplement. Dans ce cas-là... Dans le sens, le blocage arrivé quand même. Oui, je vous le dis sincèrement, je préfère que les institutions soient bloquées plutôt que d'avoir l'extrême droite qui a les pleins pouvoirs. Alors ça, moi, j'assume tout à fait. Un statu quo vaut mieux qu'un chaos. Évidemment. Parce que l'extrême droite, ce serait le chaos. Enfin, on n'en a pas parlé là, mais quand on voit depuis les élections européennes le nombre de violences racistes qu'on a eu dans le pays. J'étais la semaine dernière aux côtés de Divine dans le Loiret, on en a parlé. Qui est aide-soignante. Enfin, faut voir ce qu'elle subit tous les jours. Dès qu'elle sort de chez elle, elle a des cris de singe. Bon. Et quand Madame Le Pen a été interrogée sur le sujet, elle a dit oui, mais elle est militante communiste. Oui, d'accord. Et alors ? Parce qu'elle est militante communiste, on a le droit de faire des cris de singe dès lors qu'elle sort de chez elle. Enfin, Et ça, si le Rassemblement national gagne demain,
ce sera tous les jours. Non seulement il y aura des politiques racistes, mais il y aura des violences racistes tous les jours. Parce que ces gens-là se sentiront autorisés à faire n'importe quoi et couverts par le pouvoir. Je trouve qu'on oublie souvent ça. C'est que quand on est élu, bien sûr on prend des décisions, mais on infuse aussi des valeurs dans la société. Et on a évidemment le pouvoir de dicter l'agenda médiatique. Donc, tout ça aura des conséquences sur la vie de millions de gens. Et justement, avant de terminer, j'ai quand même une question importante. Même si le barrage là fonctionne, on l'espère, est-ce que c'est pas repousser le problème? Et le problème, ou l'échéance d'après, c'est la prochaine présidentielle. Et là, on a entrouvert la porte du perron de l'Élysée quand même. Si, mais si on peut gagner du temps, il faut gagner du temps. Et donc d'abord faire le barrage parce que ça nous évitera d'avoir le pire tout de suite. Et puis ça nous laisse le temps de nous préparer pour les prochaines échéances. Donc bien sûr que je regarde les échéances d'après avec crainte au vu de ce qui s'est passé ce dimanche. Mais enfin, tout ce qui peut nous permettre d'éviter que ce soit la catastrophe tout de suite, il faut le faire. Soyez bons, parce que les gens ont besoin de vous. Vous êtes comme la nouvelle génération de politiques de gauche. On vous sent frais. Je dis pas que je vous aime ou je vous aime pas politiquement, ça c'est pas mon rôle, mais en tout cas, pour beaucoup de gens, notamment ici à Beurre FM, vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la parole, qui se sentent aussi oubliés. C'est les autres oubliés aussi. On a évidemment parlé beaucoup de la France périphérique, mais si à Beurre FM, on a d'autres oubliés aussi. Et quand ils vous entendent, et quand ils se rendent compte qu'un jeune politique, parce que vous êtes jeune, peut transmettre leurs valeurs, ça leur fait du bien. Voilà. On vient après, ouais. Oui, on reviendra juste après pour se dire au revoir. Oui, nous on va. Et on remercie Yann pour Brossa pour cette interview. Merci. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Beurre FM.